Qu'avons-nous fait du web? Quelles alternatives existent aux outils des géants d'Internet? Que d'ambitieuses questions posées aujourd'hui à l'Université de Genève. Ambitieuses parce que je rappelle qu'en mai dernier, vous n'aviez pas réussi à répondre à comment foutre dehors d'Unimail des étudiants pro-palestiniens sans appeler la police. Mais enfin, l'important, c'est de participer. Donc, qu'avons-nous fait du web? Pour rappel, le 12 mars 1989, le physicien Tim Berners-Lee inventait le World Wide Web pour que des scientifiques du monde entier puissent partager leur savoir et leurs connaissances. Et le 13 octobre 2024, Mark Euler utilisait ce même World Wide Web pour partager 7 stories Instagram mal cadrées de sa télé diffusant le départ du marathon de Chicago entre 38 gifs de boomers. Ah bah Mark Euler s'est plaint du contenu qui devient lisse et fade, je m'adapte. Ouais. Qu'avons-nous fait du web? La question est donc légitime. Et comme le disait le sous-titre de cette conférence, nos données sacrifiées au profit de quelques acteurs comme Google, Apple, Facebook, Amazon ou Microsoft. Alors je ne suis pas expert, mais une première piste de solution serait peut-être de ne pas faire la promotion de cet événement sur Facebook, Instagram ou LinkedIn. Mais enfin, c'est bien là toute l'ambiguïté de la chose. Je pense qu'on a le même rapport aux GAFAM qu'avec le pont du Mont Blanc en bagnole. On sait que ce serait mieux de faire autrement, mais des fois on n'a pas le choix. Et c'est pour ça que l'Université de Genève organise la journée du numérique responsable avec un programme réparti entre l'Institut des hautes études internationales que personne n'a réussi à prononcer correctement, la HESSO et le campus de l'UNIGE. Et quel programme aujourd'hui à l'Institut des hautes études internationales? Le thème c'était numérique et santé mentale. Et c'est vrai que la santé mentale dans le numérique c'est un thème très important, surtout à l'heure où les réseaux sociaux sont principalement devenus des catalogues de vie qui font plus rêver que la nôtre. Et dans ce contexte, je trouve bien que les universitaires s'approprient le thème, parce qu'il faut voir qui en parle d'habitude, les influenceuses. Alors attention, je ne dis pas qu'elles ne sont pas compétentes, mais si on dézoome un petit peu, parler estime de soi à des jeunes femmes, mais en 2 codes promo pour des injections dans les lèvres, il y a peut-être plus cohérent à trouver. Cela dit, c'est vrai que le numérique peut être un outil pour améliorer sa santé. L'exemple le plus connu, c'est les gens qui comptent le nombre de pas qu'ils font dans une journée, et on se prend au jeu. Bon, des fois, on se prend un peu trop au jeu. Un soir, je rentre à la maison, il y a ma femme qui est en train de faire le tour de l'appart avec son téléphone dans les mains. Allez, plus que 200 pas et j'ai atteint mon objectif. Il y a clairement un impact sur le bien-être. Le problème, c'est qu'on n'est pas encore sûr qu'il soit positif. Sur le campus de la HESSO, on a plus parlé de numérique durable aujourd'hui. Oui, parce que le numérique pollue, et il pollue plus que l'avion. Ça, je trouve que c'est important de le rappeler, parce qu'on n'arrête pas de se recommander des séries Netflix, mais on n'ose plus dire qu'on prend l'avion. Les réseaux sociaux, c'est un bon baromètre pour se rendre compte de ça. Vous vous souvenez quand on partait en vacances, au début de Facebook, mais c'était l'émeute. On se taguait dans un post à l'aéroport, on postait une photo du hublot de l'avion, on poquait nos potes. Puis depuis les manifs sur le climat, on apparaît directement à Lisbonne sur Instagram comme par magie. L'impact du numérique sur le climat, il est surtout dû à la fabrication de tous nos appareils. Et donc on sait qu'il faudrait résister à la tentation d'acheter un nouveau smartphone. Et en même temps, ils sont forts, Apple, pour nous vendre du rêve avec leurs nouvelles fonctionnalités. Regardez la pub pour l'iPhone 16 Pro. Et ce, je cite, troupeau de chevaux islandais filmé en Dolby Vision 4K à 120 images par seconde pour un rendu sublime. Apple ne nous vend pas une caméra puissante, mais un mode de vie où on peut filmer des troupeaux de chevaux islandais. Et donc on finit par acheter, et par se persuader que le Dolby Vision 4K 120 images par seconde va sauver nos stories mal cadrées de télé qui diffusent le départ du marathon de Chicago. Donc si on ne peut pas se passer des nouveaux smartphones, va falloir être plus écolo dans d'autres domaines, par exemple en arrêtant de faire des enfants, ce qui aura aussi un impact sur nos smartphones, puisque sans enfants, il n'y aura plus personne pour les fabriquer. Non, je vous rassure, même dans un futur dystopique, vos enfants ne vont pas devoir fabriquer des smartphones. Non, ils finiront exploités par Batmade pour dépoussiérer les serveurs de ChatGPT. Cela dit, il y a quand même des pistes pour améliorer l'empreinte carbone du numérique. Par exemple, j'ai vu qu'à Genève, vous avez pris des mesures concrètes. Avec la stratégie climat, la ville veut lutter contre l'obsolescence programmée. Et au canton, vous avez même réussi à recycler Pierre Maudet. Depuis le canton de Vaud, Pierre Maudet, on n'arrive pas à comprendre comment des gens en veulent encore. C'est un peu le Twitter de la politique genevoise. Et pour finir avec le programme de la journée, sur le campus de l'Université de Genève, c'était le numérique responsable qui était abordé, notamment avec la conférence de ce soir. On a commencé par les mots de bienvenue. Vu l'aisance des oratrices et orateurs, j'ai cru que les robots nous avaient déjà infiltrés.
On a commencé par Juliane Schroeter, professeure ordinaire de linguistique allemande et vice-rectrice de l'UNIGE en charge du numérique et de l'intelligence artificielle. C'est pas évident de passer de l'un à l'autre, hein, parce que l'allemand et l'intelligence artificielle, c'est quand même les deux extrêmes sur le spectre du fun. Là, vous nous avez parlé de votre guide sur l'utilisation de l'IA générative à l'Uni, et en préparant cette intervention, j'ai parcouru ce document de 45 pages. Alors là, vous avez réussi à concilier les deux activités, hein. Même si ça parle d'IA, c'est quand même chiant et on pige rien, ça m'a rappelé les cours d'allemand. Au final, c'est un bon move pour que tous les étudiants ne se mettent pas à utiliser l'intelligence artificielle n'importe comment et trop vite, hein. Rendre ChatGPT aussi relou que le datif. Ensuite, c'est Daniela Di Maria Perret, directrice de la HESSO, qui a pris la parole. La HESSO qui regroupe beaucoup de hautes écoles. Hein, pour vous dire, elle forme des musiciens et des assistants sociaux. Et ça fait un peu écho aux ateliers durabilité que vous avez accueillis aujourd'hui, hein, avec les musiciens qui finissent au social après leurs études et un petit côté économie circulaire comme ça. Là, ça ne doit pas être facile le travail de Madame Di Maria Perret, hein. J'en veux pour preuve les articles sortis cet été sur le prof dénoncé pour des relations inappropriées avec ses élèves. Ah, c'est le risque, hein, quand on a beaucoup d'élèves et de profs, et en même temps, rassembler autant de hautes écoles dans une même entité, ça permet les collaborations transversales. Et à mon avis, c'est que comme ça qu'on pourra être à la hauteur des grands enjeux de notre époque, comme une transition énergétique et numérique durable. Hein, par exemple, les étudiants de la filière ingénierie pourraient inventer une pompe à chaleur qu'on foutrait dans le slip des profs de la aide. Enfin voilà, moi c'est mes pistes pour un monde meilleur. C'est gratuit, profitez, moi je ne suis pas payé pour trouver des solutions, contrairement à Madame Cast, qui a parlé ensuite, la conseillère d'État en charge des institutions et du numérique. C'est la première fois qu'il y a numérique dans le nom d'un département à Genève. C'est pas anodin, hein, ça affiche clairement la volonté de l'État d'être proactif sur le sujet. Bon, après, il ne faut pas toujours se fier au nom, hein. Regardez au département de la santé, ils sont tous en arrêt maladie. Donc on vous attend un peu au tournant, Madame Cast, hein, surtout que vous avez dit en interview à ID News que le numérique était l'un des derniers domaines où il n'y a pas de querelle partisane entre la gauche et la droite. Lorsqu'un projet est bon, il est accepté, et lorsqu'il est mauvais, il est retoqué. Ah là, il va falloir avoir un bilan, hein. Vous n'avez pas le choix. Bon, pour l'instant, ça avance bien. J'ai vu l'État de Genève est sur Instagram depuis 3 semaines. Le fameux leadership de nos cantons suisses en matière de numérique. Alors d'accord, on peut se demander si c'est bon ou mauvais, mais on peut aussi se demander si c'est pas un peu à la bourre, hein. Et surtout, vous avez également la sécurité. Pas évident avec la multiplication des cyberattaques, hein. Le rapport de force est un peu déséquilibré entre les hackers russes et les fonctionnaires de police. Attendez, j'allume Windows 96. Christian, le mot de passe, 1, 2, 3, 4, il est en majuscule ou pas? Ensuite, on est passé au gros morceau de la conférence, la keynote de Marc Euler d'Infomaniac. Et quel parcours inspirant, Monsieur Euler. Vous nous avez dit qu'enfant, vous adoriez démonter des objets électroniques et dire que vous auriez pu avoir une carrière totalement différente si vous étiez tombé sur le vibromasseur de votre maman. Hein, vous avez aussi dit que quand j'étais ado, c'était vital pour moi d'avoir Internet. Oui, oui, à d'autres, hein. Ce qui est vital, c'est boire et manger, pas une connexion Internet et un paquet de mouchoirs. Non, en vrai, je vous comprends, hein. Quand on a la vue sur la rue de Mérin, c'est normal de vouloir être connecté au reste du monde. Non, vous avez commencé au support client pour devenir directeur d'Infomaniac, et ça, je trouve génial, parce que vous avez certainement été obligé de faire un des trucs les plus compliqués qui existent depuis l'invention d'Internet. Donner un cours d'informatique à des personnes âgées à distance. Là, le support client avec les personnes âgées, ça doit être quelque chose, hein. Bon, c'est peut-être grâce à ça que vous avez la patience d'expliquer aux politiciens pourquoi la souveraineté numérique, c'est important. Hein, vous l'avez dit, il n'y a personne qui veut être le porte-drapeau du sujet. Et en même temps, allez expliquer le cloud à Guy Parmelin. Déjà, tu ne sais pas en quelle langue le faire, entre le français et l'anglais. Du coup, un mot sur deux, Parmelin, il ne le comprend pas, puis l'autre mot, il est en anglais, alors il ne le comprend pas non plus. Alors, après, peut-être que les UDC vont crocher au concept de souveraineté numérique. Il faut juste leur dire que c'est du web bien de chez nous. Évitez juste de leur dire que vous êtes un peu les bobos d'Internet chez Infomaniac. Alors, on peut partir sur un petit serveur local, ça se mariera très bien avec un nom de domaine en .org. Ouais, vous êtes un peu les bobos, voire même les écolos du web chez Infomaniac. Vous compensez vos émissions de CO2 à 200%. Et j'ai regardé comment ça se faisait. Et en fait, c'est comme nous, quand on achète des trucs sur Internet, on peut compenser le CO2 de notre achat en plantant des arbres. Mais si on fait ça et qu'ensuite le truc qu'on a commandé ne nous va pas, qu'on le renvoie et qu'il nous rembourse, ils font quoi? Ils doivent déplanter un arbre. Tu sais, si ça se trouve, la déforestation, c'est pas l'extraction minière, hein, mais juste les colis à l'ondo des gens qui se disent qu'ils rentrent encore dans l'UM.
Ah, je crois qu'il faut être réaliste. Amazon, ils ont 20 milliards de budget publicitaire pour nous vendre leurs machins, puis nous, on plante des arbres. C'est un peu un move de désespéré. Il faut être lucide, on ne va pas sauver le monde avec les arbres. On n'est pas dans le Seigneur des Anneaux. Monsieur Euler, vous avez dénoncé ces entreprises comme Facebook qui veulent nous vendre de la pub. Je viens de le faire avec Amazon, et c'est vrai que moi aussi, ces gens qui font de la pub, ça me scandalise. D'ailleurs, j'en parlerai dans mon spectacle « Le monde va mal, mais je vais bien » dès le 17 novembre à Lausanne. Vous avez aussi mentionné Google qui lit le contenu des mails, et c'est mal. Mais j'aimerais quand même qu'on ait toutes et tous une pensée émue pour l'employé ou l'employé qui doit se taper tous les mails avec la pièce jointe, c'est mieux. Voilà. Heureusement, ça n'arrivera pas chez Infomaniac. Hein. Je sais que vous n'allez pas lire les mails des gens. Bon, ok, là, tout le monde croit que vous voulez juste vendre votre cam à la Confédération aux communes. Hein. Mais moi, en préparant cette présentation, j'ai découvert que vous étiez vraiment des gens bien. Chez Infomaniac, vous avez le data center le plus écolo au monde. Le refroidissement se fait sans climatisation. L'énergie utilisée est 100% renouvelable. Le bâtiment n'a aucun impact sur le paysage puisqu'il est souterrain. Et finalement, la chaleur est réutilisée pour chauffer 6000 ménages. Tout ça pour qu'au final, nous, on puisse avoir la conscience tranquille au moment de poser des questions débiles à ChatGPT pour voir si ça marche. Enfin, à ChatGPT. J'ai bien compris qu'il fallait utiliser les outils open source d'Infomaniac. Alors, figurez-vous que j'ai fait. J'ai posé une question. Qui est le CEO d'Infomaniac ? Le CEO d'Infomaniac est Boris Siegenthaler. Désolé, monsieur Euler. Ça marche bien, votre truc. Voilà, j'ai fait ma petite blague, je suis content. Ça valait bien la peine que vous vous cassiez la tête sur le recyclage de la chaleur de data center. Hein. Mais au moins, ils vont pouvoir se la péter, les gens qui vont être chauffés grâce à ça. Hein. C'est les premiers humains qui seront pas chauffés ni au gaz, ni au mazout, mais juste à la connerie des autres humains. Ça promet. Ensuite, on est passé à la table ronde, et heureusement, Marc Euler, vous n'êtes pas seul dans votre combat pour la souveraineté numérique. Enfin, ça, c'est ce que je croyais. Hein, vous avez fait une présentation hyper engagée et inspirante, mais bam, 30 secondes de discussion, tout le monde dit « il faut choisir ses combats ». Bon, bah dommage, hein. Oh, c'était rude pour vous, monsieur Euler, on vous a pas laissé en placer une à part pour vous demander d'expliquer les termes techniques. Il y a juste Cédric Durand, j'ai pas bien compris ce qu'il pensait, j'ai juste compris techno-féodalisme, puis après, plus grand-chose. Cédric Durand, je suis allé voir sur sa page de l'Uni, j'en trouvais les 8 thèses qu'il a dirigées. En gros, diriger une thèse, c'est dire aux étudiants ce que vous voulez qu'ils cherchent, puis ensuite c'est eux qui écrivent. C'est comme avec ChatGPT, sauf la réponse prend 4 ans à arriver. J'ai bien aimé que la première personne qui dise qu'on ne peut pas rivaliser avec les Américains, ce soit Lénique Pedron, qui dirige un truc qui s'appelle la Trust Valley. Non, on n'essaye pas de rivaliser avec les Américains, on pique juste le nom. Je vais expliquer ce que c'est la Trust Valley, parce qu'avant de préparer cette conférence, je ne savais pas que je vivais dans la Trust Valley. Donc je cite, « La Trust Valley est une alliance visant à promouvoir toute l'expertise de la région lémanique dans le domaine de la confiance numérique et la cybersécurité. » On sent bien que c'est un concept un peu bricolé, hein, parce que sur le site de la Trust Valley, l'arc lémanique, il va jusqu'à Berne apparemment. On sent qu'on veut mettre des ronds dans des carrés. On a mis Valley dans le nom pour faire comme les Américains. Après Trust, je ne sais pas vraiment ce que ça vient foutre là non plus. Trust, ça veut dire confiance. Puis tu as une vidéo de présentation. 15 secondes de vidéo, il y a la tête de Pierre Maudet. Non, j'ai rien dit sur Delphine Séitier. J'ai vu en préparant cette intervention que vous étiez installé à Neuchâtel. Voilà, Neuchâtel, ou plutôt dans la côte neuchâteloise de l'arc lémanique, selon la Trust Valley. J'ai aussi vu que vous travaillez à Alp ICT et l'Institut Sustainable IT. J'ai regardé un peu les sites web, j'ai pas vraiment compris quelle était la différence entre les deux. J'ai juste vu le nombre de logos d'administration publique sur les sites des deux entités. J'ai compris que peu importe ce que vous fassiez, mes impôts payaient certainement une partie de votre salaire. Donc ce serait bien que vous m'expliquiez après quand même. Non, mais apparemment ça vaut la peine. Hein. L'Institut pour le Sustainable IT a rédigé une charte du numérique responsable. Article 1, nous nous engageons à optimiser les outils numériques pour limiter leur impact écologique. C'est bien, sauf qu'ensuite la charte et la liste des signataires, elle n'est pas hébergée sur le même site internet. Je ne suis pas un pro, mais il y a certainement de quoi optimiser. Et étonnamment, c'était quand même un débat avec des désaccords. Je repense à l'analyse de Caroline Cast dans ID.news sur le numérique. C'est un des rares sujets non partisans. Qu'est-ce que ce serait si c'était partisan, hein? En vrai, les spécialistes, ils ont des avis divergents sur le numérique. Les politiques, ils sont tous d'accord parce qu'ils n'y connaissent rien. Alors, malgré mon ironie, j'aimerais quand même finir sur dire des choses positives sur cet événement. Je crois qu'on ne mesure pas forcément la chance qu'on a en tant que citoyennes et citoyens de pouvoir assister gratuitement à ce genre de rencontre entre nos géants du web à nous. Et c'est ça l'avantage de la souveraineté numérique, on peut voir les gens en vrai, et pas que sur Internet.
Bon, après, pas sûr que j'aurais envie de les rencontrer, hein, les Californiens de la tech, ces temps, ça fait pas rêver. Il y a 10 jours, on a eu Elon Musk qui est tout content d'être à son premier meeting de Donald Trump. Il sautille tellement dans tous les sens, on dirait Clippy, l'assistant trombone dans Word. Sans parler de ces robots Optimus. Voilà. Tout le monde trouve ça incroyable, mais bon, comme vous pouvez le voir à l'image, on est sur le rythme de marche de Joe Biden, ou de l'État de Genève qui est en route pour créer son compte Instagram. Et c'est pas mieux du côté de Facebook, avec Mark Zuckerberg qui a récemment présenté ses lunettes de réalité augmentée. Voilà, alors oui, juste, il y a la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Faut pas confondre, hein. La réalité virtuelle, c'est un monde nouveau et incroyable où tout est possible. Puis la réalité augmentée, c'est le même monde nul que le nôtre, mais avec des images de synthèse par-dessus pour le rendre un peu moins nul. La réalité augmentée, en gros, ça nous permet de voir des trucs qu'il n'y a normalement pas autour de nous. Comme l'itinéraire dessiné au sol quand on marche dans la rue, ou encore les offres d'emploi des services de Madame Cast, même si on n'est pas pote avec. Désolé Madame Cast, hein, si vous n'avez pas cette vanne, il faut vous plaindre auprès de Google Actualité quant aux résultats de la recherche Caroline Cast. Et je crois que c'est important d'être critique pendant que toutes ces innovations qu'on nous vend en Californie nous paraissent encore pour ce qu'elles sont, un peu inutiles et ridicules. Et surtout, moi, j'essaie de me rappeler que les innovations aujourd'hui sont souvent plus pensées pour collecter des données que pour nous aider. Bah oui, si le but dans la vie de Mark Zuckerberg, c'était de nous vendre des lunettes, il aurait fait opticien, pas mania de la tech. Et en tout cas, ça pose la question de savoir si on veut utiliser la technologie ou si on est d'accord d'être utilisé par elle. Et pour le moment, on choisit la deuxième option, parce que les propriétaires de protection des données, de la souveraineté informationnelle, du pouvoir des GAFAM, on sait que c'est pas bien. On n'arrête pas de nous le dire. Et si vous ne saviez pas, maintenant vous savez. Hein. On a entendu Marc Keller, on a vu qu'il a l'air moins fou que Zuckerberg. Mais malgré ça, on trouve que Facebook, c'est plus fun qu'Infomaniac, que Google, c'est plus pratique qu'Infomaniac. On a déjà le Gmail, ben oui. Et il y a un clic de moins à faire. Et c'est horrible à quel point on est prêt à faire des concessions sur nos vies privées pour un clic de plus ou de moins. La preuve, c'est que devoir accepter sur chaque site les cookies, c'est devenu plus chiant que le fait de savoir qu'on était traqué par des cookies. Et donc, juste comme ça, on accepte que nos données ne nous appartiennent plus, et on va continuer à l'accepter tant que personne n'en fera pas un usage trop nuisible ou frauduleux. Pour l'instant, ça va, l'effet le plus visible, c'est la pub ciblée un peu chiante. Une fois, j'ai cherché un Airbnb à Annemasse pour dormir sur place après un événement de boulot, puis finalement, j'ai décidé de rentrer direct, donc je réserve pas, mais 2 jours plus tard, je reçois un mail d'Airbnb. « Benjamin, rêvez-vous encore d'aller à Annemasse ?» Ouais, pas encore bluffant l'utilisation de nos données, hein. Mais c'est important que vous, toutes et tous, là, les gens intelligents qui avaient parlé sur scène avant moi, vous continuez à nous rabâcher de faire gaffe et que vous fassiez gaffe de ne pas mal tourner. Surtout vous, Infomaniac, à force de vouloir concurrencer Google, vous allez peut-être finir par leur ressembler, on ne sait jamais. Parce que moi, je reste convaincu qu'aucun des créateurs des GAFAM, à la base, s'est dit « Ok, j'aime bien les ordis, mais ce que je veux vraiment, c'est ressembler à un méchant James Bond. » Non. C'est peut-être la preuve que quand on donne un outil aussi puissant que le numérique aux humains, on est libre de tout faire avec, mais on finit invariablement par faire n'importe quoi. La preuve avec cette image que j'ai générée tout à l'heure grâce aux outils d'IA d'Infomaniac. Encore merci pour les data centers écolos. Voilà, décidément, moi je peux espérer qu'une chose, que la technologie pourra nous sauver, parce que plus je vois comment je l'utilise, moins je crois en l'être humain. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous donner un dernier conseil en matière de sensibilisation, qui vient de la société civile, donc ça ne va pas voler très haut, mais je le dis quand même. Si vous voulez que les gens s'inquiètent vraiment de leurs données personnelles, il faudrait leur parler un peu moins des cookies Google et un peu plus de ceux de Pornhub. On ferait plus gaffe à mon avis. Merci de m'avoir écouté.